Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve comme tous les jours pour faire un point sur ce qui a été dit autour du PSG avec pour aujourd'hui les deux pistes annoncées en alternative à Fabian Ruiz ou en moyen de pression sur le Napoli, vous l'interprétez comme vous voulez. Allez, on va commencer avec les départs. Rien de concret ni d'officiel pour l'instant, mais encore des bonnes nouvelles aujourd'hui. Le plus avancé, c'est Ander Herrera. On est vraiment au stade final des négociations, même s'il y a eu un petit revirement, dans la mesure où hier, on annonçait une résiliation de contrat avec versement d'une grosse partie des salaires restants pour qu'il s'engage libre à l'Athletic Bilbao. Eh bien, Tanzi est un petit peu revenu sur ses paroles aujourd'hui en annonçant que le joueur était à la Factory hier, mais pour négocier un prêt. Donc il resterait sous contrat au PSG, il serait prêté évidemment toujours au Pays Basque. On espère que ce dossier va se décanter très prochainement parce que mine de rien, c'est celui des indésirables qui touche probablement le plus avec Mauro Icardi et Leandro Paredes, même si lui, je le compte pas comme indésirable. Justement, Paredes à la Juve, c'est pas mort. Vous savez, ils ont évidemment des finances assez resserrées, comme tout le monde et le PSG le premier. Eh bien, ils ont décidé de foncer sur Milik, le grand attaquant, le fameux de l'OM, qui se barre comme tous les autres, pour moins cher que Memphis Depay, qui était la seconde piste de la Juve et qui du coup leur laisse un petit peu de marge de manœuvre pour Leandro Paredes, même si ça m'étonnerait qu'il soit capable aujourd'hui de balancer 25 ou 30 millions d'euros en transfert sec pour l'Argentin. Lui, dans tous les cas, le joueur veut, est OK pour partir, d'accord avec la Juventus depuis plus d'un mois, ça tout le monde le sait. Abdou Diallo, pareil, il intéresse toujours en Angleterre. On n'en a pas trop entendu parler. Au début, avant la tournée au Japon, on se souvient qu'il ne devait pas y aller pour finaliser, faciliter son transfert. Transfert dont on n'a jamais vraiment eu écho et au final, il est allé au Japon, il a plu au staff et il est avec, il est toujours au camp des loges, il s'entraîne et puis surtout, il intéresse en Angleterre notamment. Problème, on n'a pas recruté Skriniar, on n'a pas de vraie piste au poste de défenseur central et s'il part, on n'aura plus de centrale de métier pour doubler. Aujourd'hui, c'est très clair, tous nos postes en centrale sont doublés. Ramos avec Mukiele derrière, Marquinhos avec Danilo qui devrait rester, c'est un papier du Parisien qui l'a confirmé cet après-midi, et Abdou Diallo, défenseur gaucher, qui est donc logiquement derrière Presnel Kimpembe. Ça m'embête un petit peu si on ne recrute pas derrière, de le faire partir, lui et Thilo Kehrer, sans recruter derrière. Bon, je veux bien que les deux n'ait pas eu un énorme temps de jeu la saison dernière, mais numériquement, on vient de passer quand même à 3 défenseurs. Rafinha, selon Fabrizio Romano, il va partir quoi qu'il arrive avant la fin du mercato. Et, toujours selon Romano et plein d'autres sources, Trabzonspor, en Turquie bien évidemment, s'y intéresse et en font même une priorité, avec un salaire fixé à 3,5 millions d'euros, selon un média local, je crois. Bon, il partirait libre, bien évidemment, comme il l'était arrivé, même si je crois qu'on a versé un fameux bonus au Barça un an après. Mais dans tous les cas, s'il peut partir, c'est très bien, parce que lui, on l'a un petit peu oublié, même s'il ne pèse pas trop dans les finances. En tout cas, un joueur qui a été un petit peu surcoté à ses débuts, parce qu'il avait une certaine qualité technique. Mais le problème, c'est que cette qualité technique a été surcotée parce que les autres étaient tellement mauvais que tu avais l'impression que Rafinha surnageait, alors qu'en réalité, tu t'es très vite rendu compte que le garçon n'avait pas du tout le coffre pour le plus haut niveau et que c'était pas un hasard en fait. S'il n'a pas réussi sur toute sa carrière à instaurer une dynamique dans les grands clubs qu'il a rejoints et qu'il a côtoyé. Icardi. Alors là, Icardi, je pense que c'est la nouvelle de la journée, voire même de la semaine. Attention, accrochez-vous, selon Loïc Tanzi, il a accepté l'idée d'aller en Turquie et un prêt à Galatasaray est en bonne voie. C'est Campos qui s'en occupe. Ça, c'est important parce que sur quasi tous les dossiers, les médias précisent que c'est Luis Campos qui est aux manettes. Donc là, Antero Henrique, je crois qu'il va vite être éclipsé. En même temps, c'est facile, il n'a pas de mandat officiel de la part de rôle officiel au sein du club. Mais dans tous les cas, Campos a repris. Je crois qu'Antero l'a bien saoulé. Ça discute de la possibilité d'une option d'achat. Dans tous les cas, tu es obligé d'accepter ça. C'est la seule solution avec Icardi parce que l'équation est trop difficile en fait. Tu l'as recruté 50 millions sur 4 ans, il te coûte 10 millions par an de salaire. Donc évidemment, si tu veux résilier le contrat, le joueur va demander 20 millions de salaire sans compter
évidemment l'amortissement qu'il reste sur les 2 dernières années de contrat qui te fait monter la note à presque 40 millions d'euros, enfin 45 pour t'en séparer. Si un club est enclin à mettre une indemnité de transfert sur le joueur, bah en fait c'est intéressant qu'à partir de 25 millions pour rembourser au moins l'amortissement, parce que sinon tu le vends à perte. Et du coup, à partir du moment où un club mettrait une indemnité de transfert, impossible qu'en plus il lui offre le même salaire qu'il a actuellement au PSG. Donc le prêt, c'est la seule chose à faire en attendant la fin du contrat tout simplement. C'est déjà ça, parce que d'un autre côté, des joueurs comme ça, tu dois t'en débarrasser coûte que coûte, parce que derrière, toute la saison, ils vont te plomber l'ambiance, ils vont te mettre des problèmes, ils vont bousiller les têtes et tout ça au camp des loges, parce que t'as beau les mettre en National 3 et les faire déplacer en région parisienne les week-ends avec les jeunes, le garçon, il est quand même au camp des loges tous les jours, et bien évidemment, même s'il ne s'entraîne pas avec eux, il côtoie le groupe professionnel. Il a quand même noué des amitiés avec certains d'entre eux. Donc vraiment, pour l'équilibre du groupe, avant tout, c'est très important. Bref, voilà un petit peu toutes les infos au poste d'indésirable. On espère que ça va se conclure d'ici à la fin du mercato, parce que, on le sait très clairement, dans le sens des arrivées, on est conditionné au départ. Renato Sanchez, il a fallu attendre le prêt de Wijnaldum à l'AS Roma. D'ailleurs, qu'il se remette bien, il s'est blessé à l'entraînement, je crois. Et pour longtemps, visiblement, Coupe du Monde un petit peu compromise pour Wijnaldum, fracture du tibia, si je dis pas de bêtises. Donc force à lui, puisque voilà, l'AS Roma, c'est comme ça. D'ailleurs, Abdou Diallo qui intéresse le club de Wijnaldum et le club surtout de José Mourinho. Au milieu de terrain, du coup, Fabian Ruiz, ça traîne complètement, parce que tu n'as pas de départ en fait, parce qu'il y a une masse salariale quand même. Hier, je suis beaucoup tombé sur Antero Henrique, mais il faut quand même souligner le fait que aujourd'hui, tu peux plus investir, parce que la masse salariale, ça va être le sujet du fair play financier, du nouveau. L'ancien, tu pouvais le combler, tu pouvais mettre des sommes folles sur le mercato, quitte à avoir des résultats en négatif, parce que derrière, en fait, le Qatar gonflait avec des contrats sponsoring qui venaient justement amortir et te remettre évidemment tes comptes dans le plus, tout simplement. Là, tu peux pas en fait, ta masse salariale, à moins de faire des petites magouilles avec les joueurs et les rémunérer en grande partie par des contrats sponsors au Qatar. Mais là, je pense qu'aux yeux de l'UEFA, ça risque d'être très compliqué. En termes de salaire intrinsèque, mais vraiment en termes de salaire brut, c'est très compliqué en fait de contourner ce nouveau fair play financier. Surtout que là, il faut surtout alléger la masse salariale tout simplement. Donc c'est très très compliqué. C'est pas une question que Doha est devenu radin, ne veut pas investir, mais voilà, il y a une masse salariale à respecter, et puis surtout, il y a eu un Covid qui est passé par là, et même avant tout, en fait, c'est ça le pire. C'est pour ça qu'hier, je me suis arrêté longuement sur Antero Henrique, et que je lui ai tombé dessus, parce que cette situation, il en est un grand artisan. Il a surpayé absolument tout le monde. Il a pris des mecs sur lesquels on a et un salaire énorme, et un amortissement de zinzin. Paredes à 50 patates, sur 5 ans, plus un salaire à 8 millions, il te coûte 18 millions par an. Qu'est-ce que tu veux faire, le garçon? Tu es obligé de le vendre 20 millions minimum, si ce n'est plus. Non, parce que l'option pour 2024, elle était pas... elle était activable, mais pas incluse direct. Il avait signé, je crois, au début, c'était jusqu'en 2023, parce qu'il arrive en janvier. Bref, dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Kehrer, c'est un exploit qu'il ait réussi à le vendre 12 millions à West Ham et surtout s'en débarrasser. Herrera, pareil, un joueur signé libre, mais avec une prime à la signature de zinzin. Et le mec, il prend 8 millions. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux t'en débarrasser? Les mecs ont en plus tellement de pertes s'ils partent en fait. Voilà, les efforts sur le salaire, ils veulent bien les consentir, mais à un moment donné, ils ont signé le contrat, il y avait 2 parties et les 2 l'ont accepté à ce moment-là. Donc au milieu de terrain, Fabian Ruiz, ça se complique, c'est lié à Paredes, ça on le sait tous, mais il y a quand même 2 pistes qui sont sorties dans la presse ce week-end. Est-ce que pour faire pression sur le Napoli ou est-ce que ce sont vraiment des alternatives? Ça, à vous d'en juger. Moi, je pense que c'est plus pour faire pression au Napoli, même si il y en a un des deux que je préférerais à Fabian Ruiz. Commençons par Ivan Ilić, milieu de 21 ans du Hellas Vérone. Selon Di Marzio, Luis Campos s'est positionné sur le joueur. Et évidemment, je vais un petit peu vous détailler son profil. Il est très actif pour se rendre disponible, un petit peu à la Vitinha. C'est vrai que ce week-end,
On va pas l'avoir Vitinha dans notre 11 et on va voir surtout si Renato Sanchez est aussi intelligent que lui. J'en suis pas certain. Son entrée, elle est pas mauvaise contre Lille, mais par moments, c'est vrai que tu as senti qu'il courait un petit peu dans le vide et que, bon, il n'a pas trop de repères dans cette équipe, il a joué même pas une mi-temps, et puis surtout, il n'a peut-être pas une intelligence situationnelle aussi développée que Vitinha, parce que vraiment son apport, le portugais, avec ballon, est absolument extraordinaire. Les déplacements entre les lignes, le mouvement toujours au bon endroit, dans la poche d'espace la plus efficace pour le porteur de balle, et pour Vitinha, se retourner rapidement et avec aisance, et pour distribuer derrière. Bref, il est vraiment très très bon. Ivan Illich s'en rapproche là-dessus, il est gaucher, donc comme Fabian Ruiz, alternative. Il est un peu plus défensif que le milieu espagnol, et meilleur dans les airs. Attention, il est meilleur dans les airs, parce que Fabian Ruiz a beau être grand, il est très très mauvais dans ce domaine-là. Et puis Vitinha, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment excellent dans ce domaine-là. Bref, il a une qualité de passe excellente. Il manque un peu de tonus sur le haut du corps. Et en phase défensive, il a une vraie intelligence situationnelle. Donc ça, c'est très important parce que justement, c'est un petit défaut de Vitinha. C'est vrai que parfois, tu as l'impression qu'il court un petit peu dans le vide. Ivan Illich a une vraie culture parce que, notamment au début de sa carrière, il était un vrai milieu défensif, quoi, tout simplement. Donc, des trois, Fabian Ruiz, Ivan Illich et le joueur qu'on va analyser juste après, c'est vraiment celui que je préfère. Voilà, 21 ans, Hellas Vérone. Et maintenant, on va parler de Soler. Campos a pris contact avec son agent, mais pas encore d'offre, évidemment. C'est l'alternative principale à Fabian Ruiz, selon des médias locaux. Il lui reste 1 an de contrat, et là, c'est intéressant parce que tu l'as vu cet été, on s'est intéressé et on a signé beaucoup de joueurs qui étaient dans cette situation. Est-ce que c'est pas plus intéressant de balancer une petite indemnité de transfert 1 an avant qu'il soit libre, plutôt que d'arriver avec un joueur qui du coup attire plein de clubs, qui veut des primes à la signature et un salaire gargantuesque, des commissions pour les agents tout aussi énormes, et un jeu d'enchères, parce que justement, la mode ces derniers temps, c'est vraiment les joueurs libres, qui fait que du coup, à chaque fois que tu as un dossier là-dessus, tu as plein de clubs qui se positionnent. Personnellement, j'ai l'impression que Luis Campos est un petit peu avant-gardiste sur cette dimension-là, parce que évidemment, le premier à surpayer là-dedans, c'était Apero Henrique et Ander Herrera. Bref, bon, Soler, il s'est joué dans un double pivot, mais le problème, c'est que ça pose la même problématique que tous les autres qu'on a. Il a quand même besoin de liberté, en fait. En 4-4-2, par exemple, dans son club actuel, il est un peu moins à son avantage, on va dire, un petit peu plus bridé qu'en sélection espagnole, où il joue dans un 4-3-3, où là, il est vraiment entre les lignes, parce qu'il fait de très bons mouvements offensifs. Un bon complément à Marco Verratti, par exemple, ça pourrait être un bon remplaçant à Vitinha. Il a une très bonne frappe, puissante, ça c'est à noter. Et entre les lignes, bon, pour se retourner, pour contrôler le ballon, et bien sûr pour être au bon endroit au bon moment, il est vraiment très très bon. Maintenant, dans les petits espaces, il n'est pas forcément très à l'aise, et défensivement, il n'a pas de bonnes statistiques, que ce soit en termes d'intervention et de tacle. Le problème, c'est que c'est le même qu'avec Wijnaldum. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a besoin d'avoir toutes les consignes du monde, savoir quoi faire, jouer un petit peu en mode algorithme. S'il est un petit peu livré à lui-même, il va pas trop se débrouiller. Tu vois ce que je veux dire? Et au PSG, c'est pas trop ça. C'est pour ça que je suis assez réticent sur ce joueur-là, qui en plus est plus vieux parce que je crois, il a 25 ans, donc c'est quand même 4 de plus que Illich. Bref, dans tous les cas, je pense que ces deux-là sont cités pour faire pression un petit peu sur le Napoli, parce que des trois, c'est évidemment le club italien et Fabian Ruiz qui sont les plus ouverts à un transfert en cette fin de mercato. Voilà, on se retrouve demain, bien évidemment, pour une vidéo plus détaillée sur la phase de poule qui nous attend, évidemment. Alors, est-ce que vous êtes plus team « je veux une grosse poule de la mort pour pouvoir bien nous entraîner » ou team « bon, allez, un gros, mais derrière deux petits pour qu'on assure qu'on prenne des points et surtout qu'on finisse premier pour être un petit peu tranquille au niveau du tableau en phase à élimination directe ». Bon, on va voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, il y a moyen d'avoir quand même un bon gros tableau. Et puis, on va suivre tout ça demain avec l'analyse qui suivra derrière. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve, bien évidemment, comme j'ai dit, demain. Ciao les amis, bonne soirée et prenez soin de vous avant tout.